La mort, on le sait, fait partie du quotidien des EHPAD. Pourtant, il y a un sujet crucial dont on parle très peu, la manière d'annoncer le départ d'un résident à ceux qui restent. Alors on va se pencher ensemble sur cette réalité pour comprendre l'impact immense de quelques mots bien choisis ou de leur absence. 150 000. C'est un chiffre énorme, qui peut paraître un peu abstrait comme ça. Mais derrière, il y a une réalité humaine poignante. Pour que ce soit plus concret, imaginez un EHPAD de 80 lits. C'est assez classique. Eh bien, ça correspond à une moyenne de 8 à 12 décès par an. Chaque disparition, ça touche directement les voisins de chambre, les compagnons de table, les amis de jeu. C'est toute une communauté de vie qui est touchée, encore et encore. Et c'est là que le paradoxe est saisissant. Face à cette réalité constante, une enquête de l'Association des directeurs au service des personnes âgées nous révèle que seuls 23% des établissements ont mis en place un protocole. Ça veut dire que, dans plus de 3/4 des cas, l'annonce est improvisée. Ce manque de préparation, ça crée un vide, un silence généralisé, qui est souvent rempli de la pire des manières, par le hasard, par l'accident. Alors comment les résidents apprennent la nouvelle ? Bien trop souvent, c'est une chaise qui reste vide au repas, un lit soudainement refait à blanc, ou quelques mots attrapés au vol dans un couloir. Cette découverte fortuite, c'est un choc, une angoisse terrible. Alors qu'une approche structurée, une simple conversation en privé, avec un soutien bienveillant, ça pourrait tout changer. Et ce n'est pas anodin, loin de là. Comme le dit cette psychologue, les conséquences sont immédiates, on peut les mesurer. Ça montre bien que la façon d'annoncer a un impact direct sur la santé, à la fois physique et mentale, des autres résidents. Regardons d'un peu plus près les effets en cascade de cette négligence, parce que ça ne touche pas seulement les résidents, mais aussi le personnel qui est là pour prendre soin d'eux. Le docteur Mercier le confirme, c'est très sérieux. Une mauvaise annonce peut vraiment faire basculer une personne âgée déjà fragile. On parle de décompensation, de perte d'autonomie. Ce n'est pas juste être triste, c'est un vrai enjeu de santé globale. Et les données de l'Observatoire national de la fin de vie le montrent bien. Regardez ces chiffres. Plus de la moitié des résidents touchés ont des troubles du sommeil. Près de 40% refusent de s'alimenter. Ce sont des signaux d'alerte extrêmement préoccupants. Et le personnel dans tout ça ? Ils sont en première ligne ? 74% d'entre eux se sentent complètement démunis face à la détresse. Ce sentiment d'impuissance s'amène à l'épuisement et à un taux de rotation 15% plus élevé dans les EHPAD qui n'ont rien prévu. Le bien-être des soignants et celui des soignés sont totalement liés. Bon, face à ce constat, que faire ? Heureusement, il y a des solutions, des choses concrètes. Voyons un peu quelles étapes un établissement peut mettre en place pour gérer ces annonces avec la dignité qu'elles exigent. Alors, à quoi ressemble un bon protocole ? Eh bien, tout commence par une étape simple, identifier les liens. Qui est-elle le plus proche ? Ensuite, le timing est absolument essentiel. Attendre 24 à 48 heures, ça permet d'éviter la découverte accidentelle tout en préparant bien l'annonce. Et bien sûr, il faut que ça se fasse en face à face, dans un lieu calme et avec des mots simples. Voilà, un exemple très concret. La simplicité, c'est la clé. Des phrases comme « nous a quittés » ou « elle s'est endormie paisiblement », c'est clair. Il faut absolument éviter les euphémismes, les phrases vagues qui peuvent créer de la confusion, surtout avec des personnes qui ont des troubles cognitifs. Mais attention, un protocole sur le papier, ça ne fait pas tout. La vraie différence, ce sont les équipes formées. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une bonne formation, ça fait chuter les réactions traumatiques de 35%. Ça donne aux soignants les bons mots, la bonne posture, et ça les aide aussi à gérer leurs propres émotions. Au-delà de l'annonce en elle-même, il y a le deuil collectif à gérer. Et pour ça, les cercles de mémoire, c'est une idée formidable. Ce sont des moments où tout le monde se réunit pour se souvenir, pour partager une anecdote, pour honorer la personne disparue. Ça resserre les liens et ça aide vraiment à avancer ensemble. Et les résultats, ils sont bien là. Cette approche, qui allie structure et compassion, elle a des bénéfices très concrets, qu'on peut mesurer et qui sont positifs pour tout le monde. Moins 31%. Ce chiffre, il est sans doute l'un des bénéfices les plus spectaculaires de la mise en place d'un tel protocole. Qu'est-ce que ça représente ? C'est la baisse des hospitalisations d'urgence pour détresse psychologique. C'est la preuve que la compassion, l'organisation, ce ne sont pas juste de jolis mots. Ça prévient des crises de santé graves et ça améliore la qualité de vie de façon très tangible. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là. L'ambiance générale dans l'établissement devient plus sereine. Le personnel est moins stressé, a un meilleur moral, la confiance avec les familles se renforce. Et surtout, les résidents se sentent respectés, en sécurité, même face à l'inéluctable. C'est toute la culture de l'établissement qui se transforme. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question un peu plus large. Quand on voit à quel point un simple protocole, juste un peu d'attention portée aux autres, peut avoir un effet aussi puissant, on est en droit de se demander où d'autres pourrait-on appliquer cette logique ? Dans quels autres domaines de nos systèmes de soins ou même de notre société pourrait-on intégrer plus de compassion, non pas comme un petit plus, mais comme un principe de base ?